Bonjour à tous. Nous allons commencer malgré le fait qu'un de nos intervenants soit en chemin mais ne soit pas encore arrivé. Donc on espère qu'il va nous rejoindre. Donc nous avons devant nous, disons 50-55 minutes à peu près, sur un sujet qui évidemment est fort large, sur continuer d'avoir accès à la culture, même vieux. Et effectivement, demeurer toute sa vie un citoyen, et dire impliqué, certes, ça implique des devoirs, mais aussi des droits. Et au fond, on a souvent l'habitude d'oublier les droits des personnes vieilles et vieux que nous revendiquons d'être. Or, tout l'accès pour conserver notre liberté passe indiscutablement par un accès renforcé à la culture, aux loisirs, etc., aux différents moments. Alors, je dirais très très vite, l'âge de la retraite ne doit pas être l'âge du retrait, pour être schématique. Mais, au contraire, ce temps libéré, ça devrait nous permettre de nous investir, ce que plusieurs d'entre vous certainement font, dans des activités peut-être variées, en tout cas à base du mieux vivre et de ce qui nous apparaît comme fondamental du lien social. En effet, c'est bien un des problèmes de notre société dont on parle quelquefois, mais pas trop. C'est comme de la mort. Il ne faut pas en parler trop parce que ça risque d'arriver. Et le problème, c'est comment faire pour ne laisser à l'écart personne. Ni les personnes en manque d'autonomie, ni celles qui sont des malades, d'Alzheimer par exemple, qui se retrouvent en maison de retraite, en l'ayant voulu ou non, et puis sans oublier l'ensemble des personnes handicapées, enfants et adultes, et ni tous ceux qui sont en grande précarité. Donc c'est dire que le public est large et que, au fond, on oublie que ça fait bien un cinquième de la population, je dirais à l'heure actuelle, qui nous pose question. En plus, parler de culture, immédiatement, ça donne une certaine image de ce qu'est la culture à l'heure actuelle et que, dans son acception la plus simple aussi, les obstacles sont effectivement nombreux pour un accès que l'on souhaite le plus large possible et pour des publics variés. Les offres sont certainement, alors pas dans la ville où nous sommes, mais les offres sont plus limitées dans les secteurs déjà périurbains, si on songe aux banlieues, et encore davantage dans les milieux ruraux. On pourra dire aussi que, et ça se relie au problème du territoire très vite, c'est le problème des transports, qui sont bien insuffisants. Et là, les horaires sont en question. Peut-être qu'on a de moins en moins envie de sortir tard ou de rentrer tard. Et ce n'est pas avec la description qu'on fait rituellement toutes les violences possibles et imaginables, y compris celles qui existent. Je ne dis pas que ce sont des fantasmes. Disons que ça limite les horaires possibles pour un certain nombre d'activités. Autre obstacle, c'est vrai aussi du manque de personnel spécialisé. Je pense à tout le secteur de l'animation, parce qu'on dit au fond, il y a de l'animation. En EHPAD, il y a de l'animation, etc. Mais
Qui y a-t-il? Combien sont formés, etc. Je pourrais comme ça continuer un voyage un peu sinistre, je dirais. En plus, on ne peut pas négliger le problème du coût des activités culturelles. Et les activités culturelles, elles ont un coût, et je dirais que vu la population et la précarisation qui augmente, il est certain qu'on fera l'impasse sur un certain nombre de dépenses considérées comme superflues. Je pense encore à des enquêtes faites sur les biens culturels. Et à l'époque, le réfrigérateur était considéré comme un bien culturel. Et le choix dans le questionnaire était si vous avez à acheter un réfrigérateur ou un poste de télévision. Quel est le choix? Inutile de dire que dans tous les dossiers que suivaient les assistantes sociales, on cochait bien évidemment la case réfrigérateur et jamais la case téléviseur. Ce qui n'est pas sans poser quelques questions. Bon, ça a évolué depuis, mais quand même on retrouve bien ce type de questions sur l'organisation des coûts. Donc, le problème là-dessus, quelles sont les propositions dans lesquelles on peut s'engager pour effectivement, on va dire, démocratiser l'accès à la culture des citoyens que les vieux sont, allègrement, si je peux dire. Alors, on va dire quand même, par rapport à ce tableau que je pourrais noircir volontiers, il existe un certain nombre d'initiatives et un certain nombre de solutions. Alors, dans toutes les propositions de réponse à la question posée que l'on a eue, on a pris 3 domaines ou 3 associations, disons, qui vont là-dessus nous dire comment elles se situent par rapport à cette question de la culture au sens général. On va commencer par une institution publique qui est présente sur le territoire largement, mais qui n'est pas exempte de problèmes. Donc, Brigitte Evano nous parlera qui est de l'association Vieux et Chez Soi, nous parlera des médiathèques. Nous avons ensuite Michel Christolome, qui nous parlera d'une des très vieilles associations qui existent, puisqu'on remonte avec lui aux années 30, et elle a donc de longues années d'expérience et une évolution intéressante aussi dans toute sa problématique. Je n'en dis pas plus, et il nous expliquera ce qu'il a choisi d'approfondir un peu pour nous sur une de leurs directions de travail. Et puis nous attendons notre ami André Fertier, qui représente l'association Sémaphore, qui est devenue le Centre national de ressources pour l'accessibilité des loisirs et de la culture. Et donc, il est en marche, j'ose espérer qu'il va arriver. Alors, Brigitte, d'abord à toi, sur les médiathèques. Merci, Annette. Donc, moi, je vais vous parler des bibliothèques, qu'on appelle maintenant médiathèques en général, parce que, comme le disait Annette dans sa présentation, le fait de vieillir va quelquefois... Pardon, quelques-uns d'entre nous peuvent avoir des problèmes d'audition. Pardon, ça marche là? Excusez-moi. Donc je disais que, oui, je vais vous parler des bibliothèques et des médiathèques. Je me branche tout de suite sur un des éléments dont Annette vient de parler, c'est-à-dire les questions financières, les questions de coûts. Puisque quand on vieillit et que l'heure de la retraite arrive ou est déjà arrivée, cela va souvent de pair avec une diminution des revenus. Et donc, une diminution de l'enveloppe qui peut être, qui était auparavant attribuée aux loisirs et à la culture. Donc, si je vous parle des bibliothèques et des médiathèques, c'est parce que pendant presque 2 décennies au moins, comment pourrait-on dire, je travaillais pour Paris 10. Et j'aidais les candidats qui voulaient devenir directeurs de médiathèque ou directeurs de bibliothèque. Voilà. Donc je connais assez bien ce secteur. Et donc le maillage des médiathèques sur le territoire français, métropole et outre-mer, est assez serré, puisqu'il y a 16 300 médiathèques en France. Alors, soit des très grandes médiathèques, soit des toutes petites qui marchent en réseau. Donc, cette offre
elle est variable et surtout, elle est, pour les médiathèques, aux mains des collectivités territoriales. En fait, il y a 2 autorités de tutelle pour les bibliothèques, soit le ministère de la Culture et de la Recherche qui gère la Bibliothèque nationale de France et ce qu'on appelle les grands établissements. Mais pour nous, communs des mortels, nous avons plutôt affaire aux médiathèques qui sont donc sous la tutelle des collectivités territoriales et directement avec les élus de telle ou telle commune et municipalité. Avec, depuis de nombreuses années maintenant, un regroupement. Par exemple, j'habite l'Essonne, j'habite une petite ville qui s'appelle Orsay, et la médiathèque d'Orsay est en réseau avec 16 autres médiathèques de la région. Et pour les questions de mobilité, ça va être important, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, en France, nous n'avons pas de loi sur les bibliothèques. Il y a certains pays, la Tchécoslovaquie et d'autres, qui ont des lois qui obligent les municipalités à ouvrir des bibliothèques selon le nombre d'habitants. En France, nous n'avons pas cette loi, cette loi. Nous avons ce qu'on appelle une charte. La charte des bibliothèques qui date de 1991, qui a eu quelques aménagements à propos du numérique, mais qui fixe les règles de fonctionnement des médiathèques. Et ces règles de fonctionnement sont extrêmement intéressantes parce que dans les missions des bibliothèques, il y a à la fois une offre plurielle, évidemment, de documentation mise à la disposition des lecteurs, mais il y a aussi des possibilités d'aménagement pour certains publics particuliers. Donc, évidemment, je vais plutôt noter ici ce qui concerne le public, on va dire, âgé, avec quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est que la plupart des médiathèques ne font plus, ils l'ont peut-être fait les années précédentes, mais c'est arrêté, ne font plus de catégorie vieux. Quand on rentre, on n'a pas un tampon qui dit vieille personne. Parce que, heureusement, certains bibliothécaires se sont rendus compte que c'était extrêmement infantilisant et que cantonner les gens au-delà de 65 ans au rayon livre vision large, c'était un peu trop restrictif. Donc, ce que font la plupart des médiathèques maintenant, sauf à Paris, mais je reviendrai à Paris parce que Paris c'est un système un peu spécial, mais dans les banlieues ou en milieux ruraux, il y a de plus en plus d'aménagements mis en place pour permettre l'accès à la culture des personnes qui peuvent avoir soit des problèmes de mobilité, soit même des problèmes de choix. Pour les problèmes de mobilité, de très nombreuses, ils appellent ça agglomérations, aglo-d'aglo, ils ont mis en place des systèmes de navettes très intéressantes. Donc je prends humblement mon exemple à Orsay. Si je veux un ouvrage qui est à Palaiseau, il faut évidemment savoir à peu près manier Internet, je peux le commander et je le reçois chez moi, à Orsay, et on me prévient par mail que mon livre est arrivé. Et de même, si j'ai pris d'autres livres sur tout ce réseau, je peux les redéposer dans n'importe quelle bibliothèque. Donc ça, c'est des systèmes de navettes qui sont mis en place avec... Donc, pour mon secteur, c'est organisé par, je pense, je sais pas, le département ou quelque chose comme ça. Dans les milieux très ruraux, ça se fait aussi, mais de manière un peu plus difficultueuse, parce que c'est aux mains de bénévoles. Donc, il y a beaucoup de gens qui participent, avec, vous vous en doutez bien, quelquefois des problèmes qui peuvent devenir graves en cas d'accident et d'assurance. Mais en tout cas, il y a quand même une solidarité qui se met en place dans les milieux ruraux pour aller apporter à monsieur Machin ou à madame Bidule les ouvrages qu'ils désirent, alors que monsieur Machin et madame Bidule ne peuvent pas se déplacer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui se met en place depuis
peut-être une toute petite dizaine d'années et qui marche assez bien. Un autre avantage des médiathèques, c'est que vous n'avez pas à acheter les livres. La plupart des médiathèques sont gratuites. Vous n'avez pas à acheter les livres. Et les bibliothécaires, dont voici une représentante, les bibliothécaires font un large choix d'acquisition et présentent les livres. Quand je suis philosophe, je suis une grande lectrice, mais néanmoins je fréquente beaucoup les bibliothèques et je suis très très reconnaissante aux bibliothécaires de proposer sur des tables, un peu comme le font les libraires, des ouvrages que peut-être je n'aurais pas eu idée ni d'acheter ni de lire. Par exemple, là je viens de m'enthousiasmer pour un roman que j'ai trouvé la semaine dernière sur la table de la médiathèque de chez moi, un ouvrage que je n'aurais sans doute jamais acheté et qui est magnifique. Entre parenthèses, ça s'appelle Un chien à ma table et l'auteur est Claudie Hunzinger. Bon, donc comme ça, on trouve des pépites. Ça stimule la curiosité. C'est vraiment très intéressant. Et puis, autre avantage aussi, c'est... alors moi, je n'y participe pas parce que je suis un vieux jeton désagréable, mais il y a des clubs de lecture qui ne sont pas générationnels, hein, qui sont... Bon, il ne faut pas se cacher, ils disent que c'est intergénérationnel. Bon, il y a un peu plus quand même de cheveux gris que de boucles blondes. Enfin bref, donc des clubs de lecture et aussi, pour certaines, en fait, ils ont une assez grande liberté pour organiser leurs choix éditoriaux et des discussions pour est-ce qu'on acquiert tel ou tel livre, voilà. Donc ces médiathèques, qui sont donc, je le disais tout à l'heure, au nombre de 16 300, ce qui est quand même beaucoup, permettent l'objet de cet atelier, c'est-à-dire permettent un accès à la culture au-delà de certaines difficultés, soit financières, soit de mobilité par les personnes âgées. J'ai des vieux réflexes de prof. Est-ce que vous avez tous une carte de bibliothèque dans votre poche? Voilà, très bien, très bien. Et donc, vous êtes satisfaite du système de vos bibliothèques? Alors, bon, moi, j'ai une chance inouïe. Oui. J'habite Lyon, deuxième bibliothèque de France. Oui, bien sûr. Et je passe plus de temps à la bibliothèque qu'au supermarché, par chance, en termes de fréquence. Oui. Et je me faisais la réflexion, Vous voulez j'aimerais bien avoir votre point de vue. Oui. Je trouve que depuis quelque temps, Oui. ça prend la place d'un centre culturel. Oui, mais oui. Et voilà, j'avais très envie d'avoir votre point de vue. Depuis, Marie-Chantal, ça fait combien de temps la bibliothèque comme tiers-lieu, ça doit faire 15-20 ans, hein, au moins. 20 ans. Voilà, 20 ans, oui. Donc, il y a une vingtaine d'années, les bibliothèques ont voulu sortir d'un espèce d'entre-soi culturel. Et pour certaines, la bibliothèque de Narbonne a été une des premières, ont voulu devenir ce qu'ils ont appelé un tiers-lieu. C'est-à-dire qui n'est ni le lieu de travail, ni le lieu chez soi, mais un tiers-lieu, avec donc des activités nouvelles que les bibliothèques n'avaient pas jusqu'alors déployées, et faire de la bibliothèque un lieu de rencontre ou un lieu d'étude, mais pour casser en fait cette idée qui avait prévalu depuis Mérimée au XIXe, cette idée que la bibliothèque était un temple du savoir. Et donc les gens pétochaient de rentrer dans ce temple s'ils ne se pensaient pas légitimes. Donc la bibliothèque, devenue un tiers-lieu, a déployé des activités vers le cinéma, vers des rencontres, des signatures d'auteurs. Voilà. Et donc ça date à peu près de 20 ans et ça augmente. Enfin, il y a eu dans un magazine professionnel qui s'appelle Bibliothèque ou le Bulletin de Bibliothèque de France, je ne sais plus lequel des deux, une interview de la nouvelle directrice de la bibliothèque de Narbonne, qui a été une nouvelle construction, et qui était absolument ravie parce que ce nouveau lieu
de la bibliothèque, avec une architecture assez ouverte, est devenue, elle en est très fière et je la comprends, elle est devenue le lieu de rencontre des jeunes. Ils donnent rendez-vous à la bibliothèque. Elle dit qu'ils ne rentrent pas tous dans la bibliothèque, mais au moins ils se donnent rendez-vous sur les marches de la bibliothèque et certains finissent par entrer. Donc les bibliothèques, y compris de manière architecturale, essayent et parviennent dans la plupart des cas de s'ouvrir sur la ville, avec des procédés d'image assez faciles, quelquefois difficiles techniquement, mais faciles, comme par exemple, au lieu d'avoir des murs en briques ou en pierre, en verre, ce qui pose des difficultés pour la conservation. La Bibliothèque nationale de France, à Tolbiac, en sait quelque chose. Mais oui, en effet, les bibliothèques s'ouvrent. Et de même, moi je suis un vieux jeton, comme vous voyez, avant dans les bibliothèques, c'était motus et bouche cousue, si on disait quelque chose, on se faisait engueuler. Là maintenant, non seulement on ne s'est plus engueuler, alors, sauf si on se met à dépasser un certain nombre de décibels, mais il y a dans la plupart des médiathèques, il y a des lieux où on peut bavarder, où on peut venir soit avec des potes, soit bavarder, voilà. Donc c'est vraiment une ouverture sur les bibliothèques, sur la ville. Voilà. C'est bon ? Oui. Merci. On continue pour que l'esprit vive. Donc, pour que l'esprit vive, je vais improviser parce que l'intervention de l'association était prévue d'une autre façon. Donc, je vais personnellement un peu improviser. D'abord, pour vous présenter rapidement l'association, pour que l'esprit vive, en effet, créée en 1932 dans le contexte de la grande crise, et pour aider les artistes et les intellectuels. Dans ce contexte-là, qui était une vraie singularité, et de la part du fondateur Pour que l'esprit vive, une vraie intuition du besoin de la culture et des besoins de l'époque, puisque dans un contexte de crise comme celui de 29, les artistes et les intellectuels étaient sacrifiés. Donc, le fondateur est Armand Marquiset, qui a créé quelques années, 15 ans plus tard, l'association Pour que l'esprit vive, qui s'occupe de personnes âgées et d'autres associations. Voilà. Pour que l'esprit vive a une longue histoire, puisque c'est presque 90 ans, avec, comme vous disiez, 2 temps finalement. Donc un temps où l'action de l'association était tournée essentiellement vers l'aide aux artistes et aux intellectuels, et aujourd'hui où donc il y a une espèce de balancement entre l'aide aux artistes et aux intellectuels et le rôle sociétal de l'art et de la culture dans notre société. Alors, donc, les actions principales de l'association, c'est, donc, évidemment, hors saison musicale dont je vais parler davantage, puisqu'il s'agit d'une action musicale en milieu rural essentiellement, mais il y a aussi un pôle de photos sociales et environnementales. Nous avons une galerie rue Quincampoix, Fait et Cause, qui est la seule galerie de photos sociales et environnementales en France aujourd'hui, et qui ne peut exister justement que parce que c'est la forme associative. Galerie dans laquelle on a fait de nombreuses fois des expositions sur des sujets concernant la vieillesse, et on a un site aussi de la photo sociale et environnementale, et nous avons une résidence d'artistes dans le Berry, résidence patronnée par l'Académie des Beaux-Arts. Donc le lieu, c'est une ancienne abbaye cistercienne qui appartient d'ailleurs à l'association Les Petits Frères des Pauvres, et où il y a une activité mixte, puisqu'il y a une action en faveur des personnes âgées, mais où nous, Association Pour que l'esprit vive, on a créé une résidence d'artistes pluridisciplinaire, et ceci il y a maintenant 30 ans. Voilà. Donc, en écoutant et en pensant rapidement, je me disais que, il y a une chose que j'aimerais affirmer, et je crois qu'on partage par rapport à notre rencontre d'aujourd'hui, par rapport aux arts et à la culture, c'est que, donc l'art
le rapport avec la vieillesse, évidemment, je veux dire qu'il y a un droit des personnes âgées à la culture, aux arts et à la culture, c'est bien sûr, mais il y a aussi, il faut penser au partage de la culture entre les différentes catégories de population. Donc la culture et l'art, ça n'est pas simplement, me semble-t-il, quand on a des actions pour les personnes âgées, vers les personnes âgées, mais en partage, et je dirais un peu par rapport à l'association, par rapport à l'action hors saison musicale. Et il y a un troisième aspect. Oui, je reviens sur ça parce que l'art et la culture, c'est un partage. Et donc, c'est pas simplement une dimension individuelle. Et le troisième aspect qui me paraît important de dire, même si nous, de notre côté, on a assez peu d'action dans ce sens-là, c'est la transmission. Donc, nous, les personnes âgées, nous, les vieux, on a un formidable patrimoine intellectuel, artistique, culturel, et ce patrimoine, donc il se perd avec nous. C'est l'éternelle phrase, qu'un vieillard africaine, la phrase, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle, etc. Très bien. Mais dans la réalité, c'est bien ça dont il s'agit. Et dans une société comme la nôtre, où il y a une telle rapidité d'évolution, la transmission, la conservation de la mémoire, la transmission de la mémoire, le partage, est une dimension qui me paraît très fondamentale. Je donne un exemple que j'ai fait il y a maintenant 22 ans, puisque c'était au moment du passage entre le 20e et le 21e siècle. On avait, avec la ville de Paris, j'ai donc organisé une collecte de mémoire auprès des tricentenaires. Je ne sais pas si le mot est juste, c'est-à-dire des gens qui étaient nés avant 1900 et qui vivaient en 2000. Et donc, à Paris, c'était, je dis les choses de tête, mais on a rencontré, collecté, et c'était des jeunes collecteurs de mémoire qui faisaient ça, plus de 37, je crois, personnes âgées, des grands centenaires, et interrogées. Et donc là, ça a été publié d'ailleurs par la ville de Paris dans un document, mais c'était d'un intérêt absolu. Pas simplement, donc une action en faveur de personnes très âgées, etc., ce qui est déjà bien de faire ce type d'action, mais donc je considère que ça reste un vrai document sur un siècle, comme donc tout ce qui est patrimoine mémoriel devrait être conservé. Et je pense que nous, donc personnes âgées, nous avons, donc cette responsabilité. Nous devons faire tout pour qu'il y ait une communion des transmissions, comme on voit d'ailleurs dans certains cas politiques, mais en tout cas, donc pour l'ensemble, donc ce patrimoine de mémoire ne doit pas être perdu, et nous devons faire tout pour le conserver et pour le transmettre. Donc je reviens maintenant rapidement à l'action de notre association pour que l'esprit vive dans ce domaine. Je vois deux choses à dire. Une qui est que nous organisons des séjours de vacances culturelles à Paris pour des personnes âgées du monde rural. Donc, c'est pour donner la configuration de ce type de projet, c'est une semaine de vacances dans des hôtels, comme n'importe qui pourrait faire des séjours de vacances. Simplement, c'est organisé avec des bureaux d'aide sociale, des associations locales de milieu rural ou semi-rural, et donc pendant une semaine, un petit groupe de personnes âgées, petit parce qu'autrement ce n'était pas organisable et ça devient quelque chose de difficile à gérer, mais sur les choix évidemment partagés, sur des lieux culturels, les musées, Orsay, je ne sais pas quoi. Donc les musées, évidemment, il y a une partie touristique, mais à Paris, d'une certaine façon, tout est culture. Et ce dont je m'aperçois que je soulignais ici,
c'est dans les discussions parfois préparatoires de ces séjours de vacances avec les travailleurs sociaux, ou les gentils bénévoles d'ailleurs locaux, qui ont tendance à dire que c'est très bien de venir à Paris, c'est très bien de faire des séjours, etc., mais que donc l'aspect culturel ou artistique du séjour n'est pas véritablement intéressé. Et mon expérience me fait dire, que c'est tout le contraire, que dans les séjours que nous organisons avec ce label de séjour culturel, la dimension artistique et culturelle est essentielle pour les personnes âgées qui le font et qui sont le plus souvent en effet de catégorie sociale, donc qu'on dit pauvres, enfin donc plus exclus. Et je vois donc l'émotion d'une vieille dame qui m'a dit que c'était la première fois qu'elle voyait un tableau. Un tableau, enfin, je veux dire, dans un musée, naturellement. Donc, c'est important. Je reviens au sujet pour lequel, en fait, je suis invité, c'est la hors-saison musicale. Hors-saison musicale, c'est une activité que nous développons depuis 11 ans, je crois, maintenant, dans des villages ruraux, en dehors de la période de festival, oui, c'est-à-dire donc de novembre à mars, dans des petits villages, le module est, je veux dire, de 2 jours en fait. Le samedi, les musiciens arrivent. Il y a concert dans un établissement, généralement un EHPAD, enfin d'un établissement de personnes âgées, mais pas toujours aussi. Dans la fin de l'après-midi, il y a un concert à domicile d'une personne âgée qui ne peut pas se déplacer, qui invite chez elle, les musiciens naturellement, mais qui invite aussi les amis, les proches, et c'est une façon de vivre la musique étonnamment jolie. Et le dimanche, l'après-midi, un concert dans le village, ce qui veut dire habituellement, donc l'église du village, parce que c'est les lieux qui sont le plus facilement utilisables pour ce genre d'événements, ce qui est aussi une façon de faire vivre le patrimoine aujourd'hui dans le monde rural. Et ces concerts sont organisés avec notre logistique de musiciens, de grande qualité. Donc il y a l'excellence, nous avons ce souci de musiciens, voire exceptionnels, avec localement donc le bénévolat. Donc on ne fait rien dans un village si on n'a pas, une véritable petite équipe de bénévoles, et c'est souvent évidemment des personnes âgées, mais pas exclusivement, mais bien sûr ça repose sur un bénévolat de retraités dans bien des cas, comme donc beaucoup d'activités et de responsabilités civiques en milieu rural reposent sur les retraités. Donc, avec l'idée aussi, je parle de partage là, d'essayer que dans tous les cas, il y ait, donc les bénévoles, il y ait des invitations que dans toute la mesure du possible, on aille chercher les personnes qui sont isolées dans la campagne, etc., les amener au concert, les faire rencontrer, etc. Et ce qui peut aussi, on essaye de créer cette espèce de dynamique, de fait que des gens qui étaient ensemble, qui sont venus ensemble à un concert un dimanche, etc., se retrouveront éventuellement à l'épicerie du village, ou que, donc une gentille bénévole ira faire les courses, ou ira voir les personnes chez elle. Voilà. Donc. Alors, si vous voulez, à vous maintenant, de toute façon, de compléter ce champ qu'on a balayé très rapidement, du possible. Ça veut dire les médiathèques, c'est quelque chose qu'on trouve sur tout le territoire. Je ne doute pas que le hors-saison musicale ou autres activités sont des choses que vous connaissez peut-être et qui se développent, ou que vous avez des actions du même type que vous souhaiteriez nous faire partager. Et puis on demandera quand même dans les
au fur et à mesure, qu'est-ce que l'on pourrait souhaiter collectivement, puisque la culture, certes, c'est un bien individuel, mais c'est aussi un partage. Je crois qu'on a mis l'accent là-dessus, des contacts et des transmissions. Donc, comment est-ce que l'on pourrait favoriser davantage, disons, nos objectifs partagés? À vous. Oui, je vous en prie. Je m'appelle Pierre, donc j'ai eu une expérience limitée. J'ai animé un atelier d'écriture dans la maison de retraite où était ma mère, où elle a fini sa vie, dans la région bordelaise. On peut dire que c'était une maison de retraite de luxe par rapport à ce qu'on peut connaître, moderne, avec beaucoup d'activités qui étaient offertes, y compris des activités culturelles. Mais la réflexion que je me suis faite d'abord là-bas et à compte-couille en vous écoutant, c'est que ce que j'ai apprécié dans vos 3 interventions, c'est qu'à aucun moment vous n'avez fait de lien entre pratique culturelle et médicalisation. Parce que dans ce lieu dont je parlais, cette maison de retraite, pour eux, je ne vais pas dire que la seule chose qui leur importait, ils avaient accepté que je fasse bénévolement cet atelier d'écriture parce que c'est bon pour la mémoire. Et puis que la remémoration, etc. Donc d'abord, j'avais été obligé presque de faire un chantage, de dire si m'imposer un certain nombre de règles, je ne le ferai pas. Voilà, je n'étais pas obligé. Donc ils voulaient au début que un psychologue attaché à la maison assiste à ces ateliers, sans y participer lui-même. J'avais dit, bon, en transition, pour transiger, j'avais dit, bon, je trouve que c'est pas une bonne idée. Voilà, exactement. Donc c'était l'œil de Moscou. Et puis bon, voilà, ça s'est passé. Il y avait essentiellement des femmes. Il y avait peu d'hommes, pourtant il y en avait dans cette maison. Et au bout de 6 mois, la directrice m'a convoqué et m'a dit, bon monsieur, je pense que ça a l'air de bien se passer, mais quand même il faudrait que vous me fassiez un bilan. Alors j'ai dit, mais attendez, un bilan de quoi? Vous savez, on ne met pas des notes sur les... Je fais faire des exercices très différents, etc. Donc je ne voyais pas un bilan de quoi. Ah ben monsieur, si ce type d'activité, ça doit servir à faire évoluer les gens. Et donc, vous pouvez repérer dans quelle mesure telle personne est plus ou moins sensible à cela, etc. Donc, voilà, je l'ai fait 2 ans et j'ai arrêté. Merci beaucoup. Merci pour ce témoignage. Alors, je voudrais pas répondre, mais aller dans votre sens. Je suis animatrice en maison de retraite. Je suis la présidente du groupement des animateurs en gérontologie, le GAG. Et au GAG, nous considérons en effet que la culture ne doit pas être médicale, tout à fait. Et dans nos pratiques d'animateurs, on nous demande régulièrement, en effet, ne serait-ce que pour avoir des sous, puisque nous, on cherche toujours, on court après l'argent à longueur de temps, puisque nos pratiques ne sont pas vraiment considérées. Donc pour courir après l'argent, on est parfois obligé d'accepter de répondre à des appels à projets qui mettent la culture avec la santé. Peut-être que vous voyez de quoi je parle. Voilà, par exemple. C'est embêtant, bien entendu. Parfois, on est obligé de jouer avec la règle et en effet de faire autre chose. J'entends tout à fait ce que vous dites quand vous dites la psychologue est censée être là et c'est l'œil de Moscou. Tout à fait. Aujourd'hui, je pense quand même que les pratiques ont évolué, j'ose espérer. Les animateurs que je fréquente n'accepteraient pas, je pense, ces conditions pour mettre en place ce type d'activité. Les animateurs aujourd'hui sont reconnus quand même dans l'accompagnement des bénévoles et l'intervention des bénévoles sur les structures. Donc souvent, c'est eux qui s'occupent d'accompagner les bénévoles, de mettre en place les groupes, d'installer les salles, d'aller chercher les résidents, etc., etc. On a quand même un peu plus d'autonomie sur ces parties-là et donc on a un peu plus de marge de manœuvre.
ça reste limité. Et j'en profite justement pour répondre à la question que vous posiez sur le nombre d'animateurs en France. En France, il y a 7500 établissements à peu près type EHPAD. Aujourd'hui, le chiffre que j'ai qui date de l'enquête métier qu'on a réalisée en 2017, c'est 1 animateur pour 64 résidents. Au GAG, on milite pour 1 animateur pour 30. C'est des histoires de ratio. Je sais que c'est très moche parce qu'on parle de personnes, hein, bien entendu. Mais 1 animateur pour 30, on considère que ça nous permettrait en effet d'accompagner les personnes dans ce qu'elles souhaitent et pas uniquement dans des petites choses qui sont complémentaires aux soins, puisqu'aujourd'hui c'est comme ça qu'on est souvent considéré et c'est pas du tout ce qu'on aimerait. Et ce qu'on voudrait surtout, c'est que la part, si vous voulez, nos salaires aujourd'hui, c'est les résidents qui les payent. Pour vous expliquer très rapidement, un EHPAD, en gros, il y a 3 budgets. Voilà, et donc le salaire des animateurs, c'est la part hébergement, donc c'est le prix que payent les personnes pour vivre. Donc autant vous dire que selon le prix que vont payer les personnes, il va y avoir plus ou moins de possibilités d'avoir des animateurs, ou selon le groupe dans lequel on travaille, etc. Nous, ce qu'on voudrait aujourd'hui, c'est être détaché sur l'autonomie, puisque nous, on travaille sur l'autonomie sociale des personnes, l'exercice de leurs rôles sociaux, et donc bien entendu l'accès à la culture et à la citoyenneté, et le respect total des droits et libertés des personnes. Et donc, on pense en effet que si on était financé par le volet autonomie, qui serait en plus, réglementé par la CNSA, etc., on aurait certainement un peu plus de moyens. On a eu des retours, en effet, que ça ne coûterait pas si cher que ça, puisque nos salaires ne sont pas les plus élevés, et que ce serait possible, mais pour le moment, politiquement, il n'y a rien qui se passe, et ça fait 20 ans. Tous les espoirs sont permis avec la loi de la semaine prochaine. Alors on l'attend, elle arrive, normalement il doit y avoir une allocution aujourd'hui, et nous on doit réagir la semaine prochaine sur le sujet. Merci de votre intervention. Alors, Ceci dit, il y a eu l'annonce de la création de 7, juste pour qu'on rie 2 secondes, 7000 postes en EHPAD d'ici, etc. Maintenant, c'est inférieur au nombre d'EHPAD, simplement. Donc, je ne sais pas comment on calculera le 1 par EHPAD. alors il y a la problématique en effet d'ouvrir des postes, c'est super, hein, mais si on parle ne serait-ce que du soin, aujourd'hui les écoles sont vides. Exactement. Donc ouvrez des postes, super, mais personne n'a envie d'y aller. C'est plus la Bérésina, là, on a dépassé. Bon, on peut que souhaiter, comme pour les bibliothèques, qu'il y ait un nouveau Narbonne dans les EHPAD. Oui. Pierre vient de dire qu'il avait travaillé pendant quelque temps en atelier d'écriture. Pour ma part, j'ai donné pendant, je ne sais pas, au moins 4-5 ans, ils appelaient ça conférence, c'était un peu pompeux, des conférences de philosophie dans certains EHPAD, mais finalement, je me suis fait larguer. Bon, ça a correspondu à peu près avec le Covid, mais les résidents étaient extrêmement contents et même, enfin c'est pas pour me lancer des fleurs, il y avait certains résidents qui ne descendaient jamais pour certaines animations, jouer au ballon ou des trucs comme ça, et qui descendaient à la fois pour les conférences que je donnais, et il y avait aussi une historienne qui faisait des conférences sur la ville de Paris parce que c'était à Paris et qui était très très courue par les résidents. Mais ça s'est arrêté brutalement. Mais moi, je suis vénale, j'étais payée pour ça. Pardon. Oui. Bonjour. Je voulais rebondir. Moi, je suis entre autres aussi animatrice d'atelier d'écriture. Ce problème de l'institution qui étouffe son public, c'est pareil avec des centres d'accueil des demandeurs d'asile, avec des hôpitaux psychiatriques, enfin, c'est la même chose. Et au contraire, je réagissais un peu comme... C'est Pierre ? C'est votre nom ? Oui, il me demande des bilans, j'ai pas à justifier ce que je fais. Et au contraire, évaluer, c'est donner valeur. Le sens initial, c'est quand même donner valeur à ce qu'on fait. Et si on est dans ce refus de partager ce qui s'est produit au sein de ces ateliers, alors que c'est très riche, on n'arrivera jamais. Je pense là, politiquement, il y a un vrai choix à faire, à mener. Vous dites qu'il y a des choses fabuleuses qui se passaient. Si en fait, c'est un plaisir qu'on partage avec le groupe et puis qu'on n'en fait rien, ce sera toujours ou médicalisé ou socialement très attendu. Il faut vraiment que là, l'intervenant culture ne soit juste qu'un intervenant culture et pas un outil pour travailler le médical, etc. Mais donc, si, des bilans, il faut les faire et dire à quel point c'est génial, la culture. Et les bilans comme outil général. Oui, autre intervention ? Oui.
d'accueil en médiathèque. J'ai la chance de travailler en médiathèque par les soins notamment d'une des préparatrices de l'assistant, de nos intervenantes. Je trouve que il n'y a pas encore assez de moyens qui sont réunis pour permettre aux personnes âgées ayant des difficultés rien que de se déplacer, de se rendre en médiathèque et d'avoir accès aux documents. Parce qu'en principe, il y a des personnes qu'on appelle les porteurs qui sont habilités pour prendre les livres réservés et les porter chez les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Le problème, c'est que ces postes sont pourvus par des personnes en service civique et sont parfois en situation encore plus difficile que des personnes âgées. Une des jeunes filles qui avait été recrutée pour ce poste avait des problèmes de santé très graves qui faisaient qu'elle avait quasiment elle-même besoin d'assistance à domicile. Donc ça se fait un petit peu question sur les moyens qui sont mobilisés pour donner effectivement accès aux personnes ne pouvant pas se déplacer, sans compter que l'objectif d'autonomiser les usagers laisse en général sur le carreau des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude d'utiliser les outils électroniques, c'est-à-dire on n'a pas encore les moyens de répondre aux personnes qui souhaitent réserver un document. On leur dit vous pouvez réserver sur le site. Comment faire quand la personne n'est pas équipée d'ordinateur? C'est-à-dire que le personnel doit répondre à un grand nombre d'usagers qui n'est pas en capacité qui peuvent tout simplement par outil, aussi par formation, d'utiliser les services parce que les services n'ont pas été pensés pour des personnes qui n'ont pas forcément les mêmes outils que les personnes qui ont mis en place tous ces outils informatiques qui n'ont absolument pas été pensés pour des personnes n'ayant pas forcément évolué avec ces outils-là. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience nécessaire sur la situation, les âges différents et les habitudes culturelles différentes des personnes, des publics, des médiathèques. Merci. Oui, mais vous avez tout à fait raison parce que l'électronisme, je veux dire, est développé chez les personnes âgées et c'est normal. On est entre 15 à 20% de la population qui n'a pas d'ordinateur à l'heure actuelle. Et toutes les personnes âgées n'ont pas forcément un petit-fils qui est là à disposition pour effectuer les plus simples démarches administratives. Donc les bibliothèques, c'est une chose, les habitudes culturelles, mais les simples démarches administratives. Donc, un des souhaits quand même qu'on peut émettre, moi j'en parlais récemment avec France Service qui vient d'essayer dans ma commune d'agglomérer, je dirais, un certain nombre de services, plus de la moitié des demandes, dans une commune de 20 000 habitants, plus de la moitié des demandes portent sur effectivement des problèmes liés à l'absence d'ordinateur ou l'incapacité, enfin la difficulté à s'en servir. Donc je crois que là, on a un vrai problème de basculement de cet homme de choses. Et je crois qu'il reste à exiger que partout, il y ait des interlocuteurs, j'allais dire, physiques, et que le présentiel soit encore une dimension importante. Excusez-moi. Je vais revenir un petit peu en arrière par rapport justement à l'intervention de la culture dans les EHPAD. Parce qu'il existe depuis bientôt 15 ans une convention entre le ministère de la Culture et le ministère de la Santé qui permet justement de faire un travail de couple entre les deux. C'est-à-dire que des ateliers par des artistes de toutes disciplines sont donc introduites à l'hôpital, pas seulement les hôpitaux psychiatriques, mais d'autres hôpitaux. Et donc, ça permet justement de bien situer que le fait que la culture, c'est pas de l'ergothérapie. Donc, c'est l'artiste qui intervient. Et ça, je crois que c'est important de le signaler pour ceux qui ne savent peut-être pas que ce dispositif existe. Et ça a quand même fait énormément évoluer la présence de l'artistique dans les milieux hospitaliers. Merci. Oui. Oui, non, mais les animateurs ont droit à la parole. Hein.
Pour répondre, en effet, donc les appels à projets culture et santé, en tant qu'animateur, on les connaît bien. Ils sont extrêmement compliqués à remplir. Ils sont, en fait, une des problématiques, si vous voulez remonter de terrain, d'ailleurs, on en a parlé au ministère de la Culture, le GAC en a parlé au ministère de la Culture il n'y a pas très longtemps, c'est que il y a des attendus, comme dans tous ces projets philanthropiques, il y a des décideurs et des gens qui ont de l'argent et qui disent vous allez faire un projet qui part plutôt sur tel truc parce qu'on a de l'argent pour ça. Mais en fait, du coup, ça ne part pas des envies et des aspirations des personnes qui vivent dans les structures. Alors, c'est super parce que ça permet d'apporter des projets auxquels ils n'auraient pas pensé, en effet. Mais par contre, en tant qu'animateur, parfois on se retrouve avec des artistes qui viennent nous voir et qui veulent faire un projet, super. Des directions qui nous disent oui, faites ces appels culture et santé, ça nous permet d'avoir des sous, ça fait des projets très beaux qui se passent dans nos structures et en général, il y a des trucs super qui se passent. Mais nous, on est quand même embêtés entre que veulent les personnes qui vivent dans les structures dans lesquelles on travaille et les injonctions, si vous voulez, à avoir des sous si on fait tel projet. C'est super, et à la fois, il y a quand même toujours des points négatifs. Oui. Compte tenu de ce que nous sommes en train de dire, quand même, est-ce que je repense aux personnes qui sont le plus en difficulté et dont on souhaiterait, qui sont isolées. Je crois que c'est une des caractéristiques aussi bien en milieu rural et autant en milieu urbain. Le Covid nous en a apporté là-dessus un nombre de témoignages importants. C'est qu'est-ce que l'on pourrait faire pour que, d'un côté, l'offre, disons, soit, on s'est situé pas mal du côté de l'offre dans les exemples qu'on a donnés, de la volonté de faire participer. Mais le problème, c'est aussi comment est-ce qu'on peut garder la volonté d'être acteur véritablement chez les personnes âgées et isolées. Et je pense au problème des ressources de chacun qui ont, je disais, on sacrifie le secteur culturel. Donc là-dessus, est-ce qu'une disposition, parce que je sais que plusieurs y pensent, à demander effectivement qu'il existe un pass personnes âgées comme il y a un pass jeune pour la culture. Est-ce que ça vous semblerait quelque chose qui pourrait, dans certains cas, notamment pour les populations les plus précaires, disons, être intéressant, avec tout ce que ça implique comme démarche, j'allais dire, de popularisation de ce type de démarche. Je dirais que ça n'est jamais qu'un outil, mais qui permettrait d'apporter aussi des éléments peut-être intéressants. Je pense aux personnes isolées, notamment en milieu périurbain. Ça reste quand même quelque chose d'important et c'est quand même assez insensé qu'on découvre des gens qui sont morts chez eux tranquillement parce que simplement un voisin a fini par remarquer que les volets n'étaient pas ouverts depuis 3 jours. Je veux dire, donc là-dessus, comment est-ce qu'on peut essayer de progresser les uns avec les autres, je dirais. Ils ont développé une sorte de passe culture du retour d'une directrice de service d'aide à domicile. Elle disait c'est super, mais le problème c'est qu'ils n'ont pas pensé à comment on fait pour emmener les gens. Exactement. Donc il y a le principe d'avoir les sous, enfin une petite carte où on peut avoir oui, accès comme à les des jeunes, choses, mais ça implique effectivement les dispositifs de mobilité, disons appropriés, et y compris d'accompagnement à différents moments de la journée. Donc, pardon. Et de liberté, c'est-à-dire c'est plutôt de l'accompagnement individuel. Non, mais c'est là aussi où il faut qu'on revoie nos modes de fonctionnement, sans doute. Bon, je ne voudrais pas qu'on se quitte en ayant des gens qui auraient souhaité intervenir et qui ne l'ont pas fait, donc je suis contre les frustrations, a priori. Oui ? Allez, l'autre. C'est une toute petite chose, mais ça concerne les médiathèques, justement. Alors, il y a une nouvelle tendance, apparemment, qui se développe. En tout cas, c'est le cas dans ma médiathèque. Moi, je suis à Issy-les-Moulineaux, donc une excellente médiathèque avec un immense choix où on fait beaucoup de choses. Par contre, ce que je constate depuis 1 an ou 2, c'est que de plus en plus de livres qui, moi, m'intéressent, que je trouve sur le catalogue en ligne, mais vraiment une grande quantité. Alors, c'est peut-être les livres que moi je lis, mais maintenant, une grande majorité sont achetés en livres électroniques. Donc, Bibliovox, voilà, une chose comme ça. Et personnellement, moi, un livre en ligne, je lis pas sur l'ordinateur. Enfin, je vais pas lire un livre sur l'ordinateur, donc systématiquement,
j'abandonne, quoi. En plus, on doit donner toutes ces coordonnées, enfin bon, voilà. Mais ça, c'est vraiment gênant de ne plus avoir des livres papier, parce que, voilà. Mais bon, c'est peut-être parce que je lis des livres particuliers. En tout cas, alors évidemment, il y a une question budget, j'imagine, là-dedans, parce qu'acheter des livres en ligne, pour les bibliothèques, c'est pas le même budget qu'acheter des livres papier, quoi. Mais et j'ai l'impression que cette tendance va aller, bien sûr, en se développant, et ça m'ennuie un peu, quoi. Mais... Je crois qu'on sera plusieurs à souhaiter le maintien du papier, de ce côté-là, et pas uniquement du numérique. Enfin, bon, je vais demander à mes deux intervenants s'ils souhaitent ajouter quelque chose, parce que je vois que l'heure avance, j'ai l'horloge sous mon nez. Donc, un mot de conclusion. Un mot de conclusion, vive la culture. Ça fait 3 mots, c'est bien. En conclusion, un vieux mot qui date de plusieurs siècles, voire de millénaires, c'est Cicéron qui dit que quand on vieillit, quand on a une bibliothèque et un jardin, on a tout ce qu'il faut. Alors, on peut ne pas avoir un jardin à soi, on peut avoir pas une bibliothèque à soi, mais justement, les médiathèques, les lieux publics et les jardins publics sont là aussi pour notre agrément et notre soif de culture. Alors, pour aller exactement dans le même sens, c'était la phrase de conclusion d'Olivier Py au Festival d'Avignon, qui avait choisi, c'est pas cette année, c'était l'année dernière, qui avait choisi de débiter, je vais dire ça comme ça, Hamlet en tranches pendant 3 semaines, dans le jardin et la médiathèque Ceccano à Avignon, et puis qui, en 3 moments particuliers, a donné l'intégrale. Et il a dit, mais je suis le plus heureux des hommes, j'ai une bibliothèque et j'ai un jardin. C'était tout à fait ouvert au public, gratuit, etc. Et certainement beaucoup ont découvert Hamlet à cette occasion. Ça, voilà. Donc, mais écoutez, il me reste à vous remercier d'avoir été patient et d'être resté avec nous. Et puis, bonne continuation dans les salles. Nous sommes ensemble.